Bonjour Diane, alors merci de te joindre à moi pour ce premier interview sur la chaîne de Yoga Prénatal avec Alex. Alors tu es la créatrice du podcast Gloria Mama qui parle de la maternité, notamment lorsqu'elle est vécue à l'étranger, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et tu as aussi écrit un livre, Deux corbeaux et une cigogne, qui vient de paraître aux éditions Michalon, si je ne me trompe pas. Donc il est maintenant disponible en librairie, sur Internet. Et alors dans ce livre, tu parles de ton vécu de fausse couche consécutive jusqu'au bonheur d'être parent. Parce que tu as aujourd'hui donc 2 enfants de 2 ans et 5 mois, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et surtout ce qui t'a amené à écrire ce livre? Alors, tout d'abord, merci beaucoup Alexandra de me proposer cette interview. C'est une vraie joie pour moi d'être ici. Alors, pour répondre à ta question, avec mon mari, on a eu envie d'avoir un enfant. J'avais aux alentours de 32 ans et on s'est lancé dans la grande aventure de la maternité. Comme tu l'as dit, je suis tombée enceinte assez rapidement après l'arrêt de ma contraception, mais malheureusement une grossesse qui n'a pas été évolutive, puisque j'ai fait une première fausse couche. Je suis retombée enceinte quelques mois après, une grossesse qui était très bien partie et qui, là non plus, n'a malheureusement pas été évolutive. Et je suis 1 mois après retombée enceinte. Et cette fois-ci, ça a été la bonne puisque j'ai mené ma grossesse à terme et j'ai donné vie à une petite fille en pleine santé. D'accord. Ce qui a été le déclencheur de l'écriture de ce livre, c'est vraiment l'accompagnement des soignants. Parce que pour les soignants, une fausse couche, c'est quelque chose de banal, mais ça ne l'est pas du tout pour la personne et pour le couple qui la traverse. Ma première fausse couche, en fait, elle a été très médicalisée. J'ai rencontré beaucoup de soignants et la majorité des soignants m'ont proposé une alternative entre une solution médicalisée, qui était de faire un curetage sous anesthésie générale ou locale, ou une autre solution médicalisée qui était celle de prendre un médicament qui provoque des contractions utérines, qui permet d'expulser cette grossesse. Et puis j'ai rencontré une sage-femme qui a eu vraiment un tout autre discours, qui m'a vraiment écoutée et qui m'a proposé d'attendre que de lui-même le corps se sépare de cette grossesse, et c'est la solution que j'ai choisie. Et du coup j'ai vécu ma première fausse couche vraiment en Islande, au milieu de nulle part. Et ça m'a permis finalement de bien vivre, si on peut bien vivre, cette fausse couche. Et j'ai voulu écrire parce que j'avais vraiment envie que les femmes sachent qu'il n'y a pas que des solutions médicalisées, qu'il y a aussi d'autres manières de vivre sa fausse couche. Et ça me paraissait important qu'elles le sachent. Et ça me paraît en fait très important que les femmes soient toujours mises dans des situations de choix et qu'elles puissent choisir en conscience et en connaissance de cause, la solution qui est la plus adaptée à elle. Voilà. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est encore rare, ces solutions alternatives? On en entend assez peu parler, trop peu parler? En fait, de mon expérience, la majorité des soignants m'ont que proposé des solutions médicalisées. Et en fait, le fait, finalement, pour moi, me concernant, d'attendre que le corps se sépare lui-même de cette grossesse, ça m'a vraiment permis de cheminer et d'accepter ce qui était en train de m'arriver. Et quand concrètement, j'ai perdu mon bébé, j'étais prête à me séparer de cette grossesse. Et je l'ai vécu de la moins mauvaise manière qui soit, parce que j'étais en paix avec ce qui était en train d'arriver. Et le problème, c'est que bien souvent, voilà, les médecins proposent vite de se séparer de la grossesse, et du coup, on n'a pas le temps de cheminer et d'accepter ce qui est en train d'arriver. Et ça peut être vécu de manière très dure, et notamment aussi parce qu'un bon nombre de médecins renvoient les femmes avec une ordonnance chez elles en leur disant de prendre un médicament et en leur expliquant pas réellement ce qui va se passer. Et quand ça arrive, ça peut être assez traumatisant parce qu'on peut perdre beaucoup de sang, on n'est pas prête à ce qui va arriver. Et donc voilà, pour moi, c'est extrêmement important que les femmes soient accompagnées dans leur fausse couche, que ce soit avant, pendant et aussi après, pour leur permettre de se projeter dans une future grossesse. Ouais, parce que c'est vrai que l'accompagnement psychologique, cette dimension-là, est un peu occultée à l'heure actuelle. Complètement, complètement. D'accord, je comprends. Ok. Et alors, comment est-ce que tout ça a influé sur ta 3e grossesse, qui donc a été évolutive, puisqu'elle aboutit à la naissance de ta petite fille qui a maintenant 2 ans? Alors, j'ai vécu cette 3e grossesse de manière assez angoissée,
au début parce Ouais, que j'avais j'imagine. vraiment peur que ça recommence. Il faut savoir sûr. qu'une femme sur 4 fait une fausse couche. On n'est que 5% à en faire 2 de manière consécutive et 3 de manière consécutive, c'est 1%. Donc on avait vraiment la sensation avec mon époux d'être dans le bas de l'entonnoir et moi j'avais très peur que ça recommence. J'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. Donc j'ai vécu les premiers mois assez angoissés. Quand je voyais les soignants qui me disaient que tout allait bien, que le cœur du bébé allait bien, qu'il évoluait bien, ben, j'étais rassurée. Et puis plus le temps passait, plus je me disais, plus les questions en fait revenaient jusqu'à ce que je sente mon bébé bouger. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pu me rassurer moi-même au quotidien et j'ai vraiment pu profiter de cette troisième grossesse. Ouais, ok. Et donc après, tu as eu une quatrième grossesse au Maroc cette fois, donc où tu habites encore actuellement, c'est ça. Alors, est-ce que cette dernière grossesse a été différente du fait d'habiter à l'étranger? Alors oui, tout à fait, ça c'est sûr. Effectivement, ma première grossesse, je l'ai vécue en France. Là, on vit à l'étranger, au Maroc, dans un pays dans lequel j'étais depuis un an et demi à peu près. Il faut savoir en fait qu'au Maroc, le suivi est approximativement le même qu'en France. À part qu'il y a certains examens qu'on ne vous propose pas, par exemple le test de la trisomie, on ne vous le propose pas. Au Maroc, en fait, l'avortement est interdit. Donc ça, il faut le savoir. C'est aussi peut-être pour ça qu'on ne propose pas cet examen. Bon, moi, j'ai pu le passer sans problème. Si on le demande, on vous le fait passer, mais on ne vous le propose pas. Et ensuite, il faut savoir qu'au Maroc, il y a 50% de césariennes. En 2017, il y en avait même 61%, alors qu'on sait que l'Organisation mondiale de la santé recommande un taux pas supérieur à 10% parce qu'il n'est pas synonyme d'une réduction de la mortalité maternelle et de la mortalité de l'enfant. Donc ça veut dire qu'il y a tout un paquet de césariennes qui sont faites pas pour des urgences, pas pour des vraies urgences. Donc moi j'avais très peur de tomber sur un gynécologue qui me fasse une césarienne pour des raisons financières en réalité, parce qu'on paie son accouchement au Maroc et bien sûr quand on nous fait une chirurgie, une opération chirurgicale, c'est bien plus rémunérateur qu'une femme qui accouche par voie basse sans péridurale. Donc j'avais très peur de ça et tout mon suivi s'est fait par une sage-femme du coup, aussi parce que de par mon expérience, les sages-femmes étaient dans une approche beaucoup plus émotionnelle de la grossesse, vraiment à l'écoute. Elle vérifiait pas que le technique et j'avais besoin de ça, j'avais aussi besoin d'être rassurée les premiers mois de ma grossesse du fait de mon passif de fausse couche. Et donc une autre différence, ça a été que j'ai pu bénéficier d'un accompagnement global, c'est-à-dire que c'était la même sage-femme qui était là pour ma grossesse, pour mon accouchement et pour mon postpartum. Et donc ça c'est ce qu'on appelle l'accompagnement global qu'on trouve dans les maisons de naissance, qu'on trouve quand on accouche sur les plateaux techniques en France avec une sage-femme libérale ou qu'on trouve quand on accouche à la maison. Donc j'ai pu bénéficier de ça et ça a été une vraie différence avec ma première grossesse puisque ma première grossesse, les personnes avec qui j'ai accouché, je ne les avais jamais vues de ma vie. Et comme mon accouchement a été très long, qu'il a duré 23 heures, j'ai même vu 3 équipes différentes. Donc ça a été une vraie différence. Et l'autre différence aussi, c'est que j'ai vécu une partie de ma grossesse confinée, comme un bon nombre de femmes, puisque j'étais environ à 3-4 mois de grossesse quand le confinement a été déclaré. Et c'est vrai qu'il y a une certaine frustration parce qu'on a envie de visiter ce pays qui est quand même magnifique, hyper chaleureux et accueillant, et qu'on ne peut pas, on est enfermé chez nous. Voilà, donc ça a été aussi une autre différence de mon vécu de grossesse à l'étranger. Ouais, je comprends. Et alors maintenant, avec le recul donc, de ces 2 dernières grossesses, est-ce qu'il y a eu des trucs qui t'ont aidé à mieux vivre ces 2 dernières grossesses de la façon vraiment la plus zen possible par rapport à, je sais pas, ça peut être d'une pratique sportive qui t'a aidé, ça peut être de l'homéopathie, la phytothérapie, des trucs. Voilà, est-ce que tu as des petits trucs comme ça qui t'ont fait dire, bon, moi, ça a vraiment fait la différence, je me suis sentie mieux dans mon corps, mieux dans ma tête Alors, pas vraiment. Non. Moi, s'il y a une chose qui a été essentielle pour moi et durant toutes mes grossesses, ça a été vraiment de pouvoir partager mes ressentis émotionnels, de pouvoir dire ce que je ressentais, partager mes craintes tout au long de mes grossesses, mes joies aussi. Et voilà, bénéficier d'une écoute attentive et non jugeante parce que j'ai pu dire parfois d'une séance à une autre exactement les mêmes choses à ma sage-femme et elle m'a toujours répondu et écouté de manière bienveillante. Et pour moi, ça, c'est vraiment critique.
Avant le confinement, je faisais du yoga et donc avec le confinement, tout a été arrêté et c'est vrai que j'ai pas continué. J'étais en plein lancement de mon projet aussi Gloria Mama, mon podcast et de mon site internet et du coup, j'ai énormément travaillé et voilà, ce qui a été critique, c'est pouvoir parler. Pouvoir parler, ouais. Et ça t'a aidé parce que du coup, tu avais un stress. Alors, les femmes enceintes sont souvent assez stressées. Moi, j'étais très stressée la première fois, donc toi, tu avais encore plus de raisons peut-être de l'être. Et donc, finalement, le fait de pouvoir parler, ça a été vraiment le truc qui t'a fait un peu baisser la pression, quoi. Exactement. Moi, j'avais pas forcément une pression particulière, mais j'avais un passif de fausse couche et même si j'avais eu un bébé qui était né en pleine santé, et ben en fait, ça m'a quand même rattrapée. Ça marque de faire des fausses couches, qu'on le veuille ou non. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'être épaulée pendant cette grossesse-là aussi. Et finalement, cette crainte de perdre ce bébé, elle a été assez présente, même au-delà des 4 mois. Même à partir du moment où je l'ai senti bouger, c'était quand même quelque chose dont j'avais peur et j'avais besoin de l'exprimer pour l'exorciser. Après, avec ton fils aussi ? Exactement. Ouais, pour les donc après, j'ai profité vraiment de mes grossesses, j'ai été bien, j'ai pas eu de problème particulier. Voilà, j'avais simplement un odorat exacerbé, ce qui faisait que mon mari l'utilisait pour vérifier que les aliments dans le frigo n'étaient pas avariés. Mais voilà, j'ai eu des grossesses autrement assez idylliques, sans problème particulier, avec quelques nausées, mais voilà, rien de bien méchant. D'accord, bon bah c'est super. Et donc, on arrive à tes accouchements. Alors, souvent, on a un petit peu des idées, on essaye de ne pas avoir trop d'attentes, hein, c'est ce dont je parle un petit peu dans mes cours, essayer de se désengager des attentes qu'on peut avoir. Mais malgré tout, on a quand même des envies par rapport à ces accouchements, parce que on voudrait accoucher dans l'eau, on voudrait que ça soit naturel, etc. Est-ce que dans ton cas, pour les 2 accouchements, est-ce qu'ils se sont déroulés de la façon que tu les avais imaginés ? Alors, dans un sens, oui, parce que j'avais imaginé donner naissance à des bébés en pleine santé et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Ensuite, est-ce que ça collait vraiment à mes attentes ? Je dois dire que pour mon premier accouchement, j'avais pas forcément des attentes particulières. Pour mon deuxième, j'avais des très très fortes attentes. Et comme tu dis si bien, tout ne se passe pas exactement comme on l'a projeté ou imaginé. Mais pour connaître un peu plus en détail mes accouchements, je vous propose de vous plonger dans mes récits où vous découvrirez tout le cheminement qui m'a amené en fait, en tout cas pour mes 2 grossesses, mais pour la première, je le dis bien dans mon livre, à finalement avoir la surprise de choisir d'accoucher sans péridurale et de la manière finalement la plus naturelle qui soit possible dans un milieu hospitalier, puisque j'ai accouché à l'hôpital pour mon premier enfant. Ouais. Et donc tu n'as pas eu de péridurale les 2 fois, je crois. J'ai pas eu de péridurale les 2 fois. La première, c'était absolument pas prévu. C'était pas une profession de foi. Je m'étais dit, j'avais écrit un projet de naissance. J'avais dit, j'aimerais aller le plus loin possible sans péridurale, mais c'était vraiment pas, c'était pas quelque chose que je voulais dur comme fer, on va dire. Et effectivement, j'ai eu donc un accouchement qui est très long puisqu'il a duré 23 heures à partir d'une dilatation à 3. Je crois 42 heures à partir du moment où j'ai perdu la poche des os, donc c'était très long. Ah, dis donc. Et, mais c'était pas si douloureux que ça. En fait, j'ai trouvé que j'arrivais très bien à gérer les contractions, l'intensité des contractions. Et donc, je suis allée jusqu'au bout sans péridurale. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est une respiration douce, calme, profonde, parce que respirer, en fait, ça permet d'oxygéner tous les muscles, et l'utérus est un muscle extrêmement puissant, et donc, ça m'a vraiment permis de vivre ces contractions de la meilleure manière qui soit. Oui, alors ça, c'est un point très intéressant, parce que la préparation à l'accouchement, ça fait toujours partie de mes cours de yoga, évidemment, parce que on peut utiliser des techniques justement pour avoir moins mal. Donc le fait que toi, tu réussis à ne te passer de péridurale parce que tu pouvais gérer la douleur, c'est génial, parce que ça montre aussi aux femmes que c'est complètement possible. Et comme je leur dis, si on se prépare, si on a les outils, on peut gérer sa douleur. Et c'est vrai, et donc tu en es la preuve, c'est génial. Et donc je voudrais un petit peu rentrer dans le détail donc, de ces outils, de ces techniques qui t'ont aidé.
Alors c'est vrai que moi je parle toujours de la respiration comme l'outil clé de l'accouchement, donc voilà, je vois que tu as partagé aussi cet avis et que tu en as eu l'expérience. Est-ce que tu peux un petit peu rentrer dans le détail de vraiment comment tu as fait concrètement pour gérer ces douleurs? C'est-à-dire qu'il y avait juste la respiration et tu respirais lentement et c'est tout? Est-ce que tu te mettais, moi je sais que je me mettais un peu dans une bulle, j'utilisais la respiration pour un peu rentrer dans cet état, voilà, un peu de méditation, presque, voilà, un peu en transe pour être un peu déconnecté. Quel était toi, ton ressenti et ta méthode, si je peux dire? Alors, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de se sentir en sécurité et de se sentir bien dans l'endroit dans lequel on est. Ouais. Parce que ce qui va faire que votre accouchement, que votre travail va avancer, c'est la sécrétion d'hormones. Et il y a 2 hormones qui sont extrêmement importantes, qui sont l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, qui va permettre aux contractions de bien travailler sur le col et d'ouvrir votre col pour laisser passer votre bébé. Et il y a une autre hormone qui est critique, qui est l'endorphine, qui est une hormone qui atténue la douleur des contractions. Et ces 2 hormones, c'est un cocktail extraordinaire qui fait que vous pouvez vivre un accouchement quasiment sans douleur. Donc moi, par exemple, mon 2e accouchement, j'ai accouché à la maison. Et je ne peux pas parler de douleur concernant les contractions, en fait. C'était quelque chose d'extrêmement intense. Je ne dirais pas que c'était quelque chose de douloureux. Les 2 fois, voilà, les 2 fois, j'ai accouché sans péridurale. Mais la 2e fois, c'était vraiment un souhait. La première fois, voilà, j'ai accouché sans péridurale, mais c'était un peu la surprise. La 2e fois, je savais que j'allais accoucher sans péridurale parce que j'avais fait le choix d'accoucher à la maison. Et à partir du moment où vous accouchez à la maison, il n'y a pas de médicalisation qui est possible, donc il n'y a pas de péridurale. Et voilà, je connaissais le travail physiologique, ce qui allait se passer, et j'étais complètement en confiance. J'avais confiance en mon corps, j'avais confiance en moi pour donner naissance à ce bébé. J'étais dans un environnement chaleureux, j'étais remplie d'amour parce que j'étais avec mon mari. Il y avait ma fille qui faisait des allers-retours entre mon mari et moi pour m'embrasser, qui était complètement surexcitée. Donc j'étais vraiment parfaitement bien et j'étais sur mon ballon, tranquille. Je respirais, je savais que tout allait bien. Et donc c'est tout ça qui fait qu'un accouchement se déroule bien. Et je pense que ce qui est clé, au-delà de la respiration, c'est d'avoir confiance en soi aussi et d'avoir confiance en son bébé. Je pense qu'on a vraiment des capacités extraordinaires à donner la vie. Et voilà, il faut juste avoir foi en soi et en son bébé. Et l'environnement, c'est extrêmement important. Tu parlais de bulle, ben c'est tout à fait ça en fait. Il faut se mettre dans sa bulle, se sentir en confiance. Et on peut se sentir en confiance à la maison, mais on peut se sentir en confiance à l'hôpital ou dans un environnement extrêmement médicalisé. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui nous correspond. Ouais. Non, c'est sûr. Et donc, tu parles d'entourage. Effectivement, l'entourage est crucial. Ton mari était présent les 2 fois. Est-ce qu'il a joué un rôle particulier dans tes accouchements? Oui. Alors déjà, pour mon premier accouchement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû quitter Paris. J'ai dû vivre chez mes parents parce qu'on était en transit pour l'étranger. Donc mon mari est revenu 2 semaines avant mon accouchement parce que tous les médecins pensaient que j'allais accoucher avant terme. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais du coup, pendant les 2 semaines où il était là, il a vraiment lu des livres sur l'accouchement et je me souviens, j'étais en train d'écrire mon récit Deux corbeaux et une cigogne et lui, je l'entendais à côté dire « Waouh, mais c'est extraordinaire !» la manière dont ça se passe. Donc, il s'était vraiment renseigné sur le déroulé d'un accouchement et j'avais fait quelques cours de préparation à la naissance avec lui et un dernier cours de préparation à la naissance consacré justement à lui, comment est-ce qu'il pouvait m'aider en salle de travail. Et donc, pour mon premier accouchement, il était présent tout le temps, il m'a massé, les sages-femmes lui ont montré sur quel point il pouvait appuyer pour m'aider lors des contractions. Voilà, et pendant l'expulsion, il me mettait de l'eau sur le visage, etc. Donc il était présent. Et pour mon 2e accouchement, alors mon 2e accouchement pour le coup, ça a été extrêmement rapide, ça a duré moins de 6 heures. En comparaison avec les 23 heures, voilà, moi j'avais même pas l'impression que j'accouchais, donc c'était très rapide. Et là aussi, il a eu un rôle clé. Il n'arrêtait pas de me dire que ce que je faisais, c'était magnifique, que j'étais extraordinaire, voilà, que c'était fantastique. Donc c'est autant de mots, de paroles qui vous
conforte dans ce que vous êtes en train de réaliser et qui vous donne aussi ce sentiment de puissance qui est important quand vous accouchez. Donc oui, il a eu un rôle clé et je crois que c'est très important pour les papas de prendre leur place dans cet accouchement. Et aussi quelque chose qui est clé, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais c'est crucial en fait que le papa soit en adéquation avec le projet de naissance. Si par exemple, moi, mon mari n'avait pas souhaité que j'accouche à la maison parce qu'il avait été angoissé et qu'il n'avait pas réussi à juguler ses angoisses, ben, j'aurais pas pu accoucher à la maison parce que c'est important qu'on soit tous en phase avec ce qui est en train de se passer. Parce qu'on sait très bien que quand on a peur, on sécrète une autre hormone qui est l'adrénaline. Et c'est vraiment l'hormone qu'il ne faut pas sécréter parce qu'elle empêche au col de s'ouvrir, elle fait reculer le travail. Donc il faut vraiment que le compagnon, pour moi, soit en phase avec le projet de naissance et ait un rôle actif et de soutien de sa compagne à ce moment-là. Ouais. Donc pour résumer, il faut un projet commun pour commencer. Et après, ce que tu conseillerais au papa, c'est donc un accompagnement par les mots, un peu du coaching, du soutien psychologique. Et aussi en termes physiques, des massages et les compresses d'eau froide sur le visage. En fait, c'est plutôt que le mari il soit aux côtés de sa compagne ou de son épouse et qu'il soit vraiment là pour l'épauler et qu'il fasse ce dont elle a besoin. Donc si elle a besoin effectivement qu'il la touche, qu'il la rassure, il faut qu'il ait ce rôle-là. Si la femme a besoin d'être massée, il peut participer aussi à ces massages. Voilà, qu'il soit là pour son épouse et qu'il soit à son écoute. Après, les besoins des femmes sont totalement différents. Il y a des femmes, elles ne vont pas du tout supporter que leur mari leur dise quoi que ce soit parce qu'elles voudront avoir comme référente leur sage-femme ou le personnel soignant. Tout dépend. Et pour moi, c'est ça le rôle fort de l'homme, c'est vraiment d'être à l'écoute de son épouse pour l'épauler au mieux en fonction de ses besoins. Ouais. Donc d'où l'importance aussi de la maman, pour la maman, d'exprimer ses souhaits. Exactement. Parce qu'en tant que femme, on a toujours un peu envie que le partenaire devine, en règle générale, ses attentes, ses souhaits. Mais effectivement, les hommes, eux, ne peuvent pas forcément deviner ce qu'on a en tête. Et encore plus le jour de l'accouchement, c'est important de pouvoir vraiment le dire clairement, explicitement, pour qu'ils puissent aussi répondre aux attentes, quoi. Exactement, et d'où le fait d'avoir partagé en amont son projet de naissance et que tout le monde soit en adéquation. Et c'est d'autant plus important que si la femme vit son accouchement et qu'elle est en souffrance, parfois elle peut ne pas forcément arriver à exprimer ses souhaits envers le personnel soignant. Et là, l'homme, il peut aussi être un relais de ça. Ouais. Donc c'est important aussi. Ouais, c'est très vrai. J'avais interviewé une sage-femme justement à ce sujet sur mon blog de l'accompagnement par les papas aussi au travers de la grossesse et de l'accouchement, et elle dit exactement tout ce que tu viens de dire. Donc il y a beaucoup de choses qui me parlent et qui sont effectivement très vraies, encore plus avec le recul. Alors du coup, maintenant on va passer à la phase plus postpartum. Donc ton mari était avec toi aussi, j'imagine que il a aussi joué un rôle clé dans la suite, forcément. Ouais. Alors, concernant ma première grossesse, j'ai été chez mes parents. Mon mari a dû repartir. Donc, j'ai vécu, je crois, le premier mois et demi avec ma fille, seule avec mes parents, en fait. Ah oui, d'accord, ouais. Mais j'étais, ce qui n'était pas forcément l'idéal, mais j'étais très entourée, en fait. Et j'avais pas à me préoccuper de faire les courses, faire le ménage... tout ça, puisque c'est mes parents qui géraient. Donc ça, c'était vraiment hyper confortable. Et en plus... ma mère, je me souviens par exemple, je lui demandais de m'aider à laver ma fille, elle le faisait avec plaisir. Et puis quand j'y arrivais pas, je lui disais maman, tu peux le faire, là j'y arrive pas, ou tu peux me montrer comment toi tu ferais. Et elle me montrait sans jamais rien m'imposer. Donc pour moi c'était vraiment idyllique ce début de vie commune avec ma fille, parce que j'étais très épaulée. Et au Maroc, j'étais loin de ma famille, et d'autant plus avec la fermeture des frontières, puisque personne n'a pu venir. Ouais. Mais au Maroc, ce qui est génial, c'est que la femme qui accouche est extrêmement épaulée. Donc déjà, j'ai une nounou extraordinaire qui a accepté de rester une semaine entière avec nous pour nous aider.
jour et vivait nuit. avec vous. Donc elle a vécu avec nous pendant une semaine et c'était vraiment super parce que j'avais une petite fille du coup de 2 ans à peine qui se réveille tous les matins à 6h30 du matin. Donc c'était assez extraordinaire de l'avoir avec nous. Et ensuite, des voisines sont descendues pour m'apporter des plats cuisinés. De la fissa par exemple, c'est un plat marocain plein de fer qui permet de favoriser l'allaitement et qui permet à la femme de recouvrer ses forces. Elles m'ont apporté la semaine suivante un couscous le vendredi. Donc voilà, il y a vraiment cette aide et ce soutien aux femmes qui viennent de donner naissance. Et c'est des choses qu'on ne trouve pas du tout en fait en France et qui sont très présentes ici. Donc mon postpartum, je l'ai aussi bien vécu au Maroc parce que j'ai été entourée et voilà, choyée. Et mon mari a été aussi super dans tout ce qu'il a pu voilà, nous apporter à mon enfant. Génial. Donc vraiment 2 postpartum très différents, mais avec à chaque fois une équipe derrière toi pour t'aider, quoi. Et c'est vrai Exactement. Que ça, je pense que c'est crucial. Moi, j'étais à l'étranger les 2 fois et avec assez peu de gens autour. Et c'est vrai que avoir des gens pour te soutenir, ne serait-ce que te permettre de faire une sieste de temps en temps, je pense que ça change tout, quoi. Exactement. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de ne pas rester seul. Et si on a besoin d'aide, de demander de l'aide. En fait, c'est normal d'avoir besoin d'aide. C'est normal aussi de se sentir parfois un peu fragile après avoir donné naissance. Et voilà, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et moi, je trouve que dans les cadeaux de naissance qu'on fait, on fait des cadeaux de naissance au bébé, mais je pense qu'il faudrait vraiment faire des cadeaux à la maman et pour qu'elle se sente bien, que ce soit des massages, que ce soit du temps pour elle, que ce soit lui apporter des plats tout faits, justement pour qu'elle n'ait pas à s'occuper du quotidien en fait à la maison et qu'elle puisse se concentrer sur elle-même et son bébé. Ouais, c'est très vrai. C'est très vrai. Et oui, d'ailleurs, il y a un proverbe, tu sais, en anglais qui dit ça, qui dit qu'il faut un village entier pour élever un bébé. Et on a tendance à l'oublier. Je trouve on est dans une culture où c'est un peu la maman et le bébé, et on s'attend à ce que la maman gère un peu tout et que le mari reparte travailler au bout de quelques semaines. Et effectivement, quand on voit ce qui se fait ailleurs et quand on voit aussi voilà, ce dont le bébé a besoin, ce dont la maman a besoin, on se rend compte que voilà, il faut effectivement être entouré, quoi. En fait, c'est intéressant, je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que dans mon podcast Gloria Mama, j'interviewe des femmes qui ont vécu une maternité à l'étranger et c'est totalement différent. Leur grossesse est vécue de manière différente, leur accouchement aussi et le postpartum aussi. Et par exemple, j'interviewe dans l'épisode 5 de Gloria Mama Florentine qui a vécu son accouchement du coup pour le coup au Maroc, qui est allée dans sa belle famille marocaine. Et voilà, il y a vraiment une prise en charge de la mère et de l'enfant pendant au moins 1 mois. En fait. Et dans les pays africains et en Asie aussi, il est vraiment normal que la mère se repose pendant 1 mois et qu'elle soit épaulée. Et c'est vrai qu'en France, c'est pas du tout le cas où on attend à ce que la femme reprenne le travail très vite, qu'elle soit sur pied très vite. Mais ça devrait pas être ça en fait. Ouais, on a un peu cette idée de Wonder Woman. Tu me parlais d'allaitement, tu as allaité les 2 fois ? J'ai allaité les 2 fois, donc ma fille, je l'ai allaitée pendant 11 mois. Un allaitement qui a été extrêmement facile. Elle a tété tout de suite, j'ai pas eu de crevasse, elle a tout de suite bien pris le sein, donc vraiment idyllique. Vraiment idyllique. Et pour mon 2e bébé, alors là, ça a été vraiment très différent et très difficile, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être finger in the nose, comme la première fois, et ce n'était pas du tout le cas. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, mon bébé avait un frein de langue, c'est-à-dire que sa langue, il y avait comme un tendon en fait qui plaquait sa langue et qui faisait qu'il avait du mal à laper le sein. Donc déjà, ça m'a donné des crevasses tout de suite, donc ça m'a fait très mal. Et ensuite, j'ai été sous antibiotiques avec la fatigue, j'ai eu une candidose. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien diagnostiqué, mais ma sage-femme l'a tout de suite vu. Ça provoque des douleurs très fortes dans la poitrine, des fourmillements, un rayonnement, comme si ça rayonnait dans la poitrine. Et l'allaitement devient vraiment extrêmement douloureux et difficile, si bien que j'en pleurais. Et j'ai dit à mon mari, mais je ne vais pas pouvoir continuer, quoi. Vraiment, c'est... Et j'avais le souhait de continuer parce que je savais ce que c'était d'allaiter quand ça se passe bien.
Donc j'ai quand même souffert pendant à peu près 1 mois parce que ce qui m'a permis de me débarrasser de la candidose, c'est du violet de gentiane et il n'y a pas de violet de gentiane au Maroc. Donc j'avais des crèmes que je devais mettre sur mes seins, dans la bouche du bébé et qui sont beaucoup moins efficaces. Et au bout d'1 mois, j'ai réussi à faire venir du violet de gentiane et en 5 jours, c'était terminé. Et maintenant, j'allaite aussi. Je continue d'allaiter et de manière très facile. Voilà, donc là encore, n'hésitez pas à vous faire aider dans votre allaitement parce que c'est pas forcément inné. Et puis, il y a plein de choses qui peuvent faire que ça fonctionne pas. Par exemple, le frein de langue, vous y pouvez rien, votre bébé non plus. Il y a quand même... il faut se faire aider dans un allaitement. C'est pas... Ouais. Et c'est très intéressant ce que tu dis effectivement sur ce petit truc qui t'a permis de gérer justement ta douleur parce que tous les remèdes naturels, on n'en a pas forcément conscience et en plus quand ça nous est pas tombé dessus, on n'est pas au courant de tout. Donc ça c'est un conseil précieux aux mamans pour celles qui seront dans le même cas. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont aidé à allaiter ou est-ce que vraiment... voilà, à part ce petit problème que tu as réussi à résoudre, tout se passait bien ou est-ce qu'il y a eu des outils, il y en a qui utilisent, je sais, des boucliers par exemple, tu sais, alors on n'appelle pas ça des boucliers en français d'ailleurs, des protections, tu sais, pour les tétons. Est-ce que c'est des choses que tu as utilisées? Est-ce qu'il y a d'autres choses des petits accessoires? Alors pour ma fille, j'ai rien utilisé, mais pour mon fils, du coup, j'ai acheté des coquillages d'allaitement. Et ça, c'est vraiment, je le conseille quand même quand on a des crevasses parce que déjà quand on le met sur son sein, c'est frais, donc ça a un côté agréable à porter. Et puis, ça recueille le lait maternel et donc vos seins, vos tétons trempent dans le lait maternel et c'est le meilleur remède pour guérir des crevasses, le lait maternel. Il n'y a rien de mieux. Ouais. Donc tu le mets tout le temps en fait? Je l'ai mis au début, au tout début. Oui, mais en permanence, quoi. Et après, oui, tu le mets en permanence. Et ensuite, sauf la nuit où bien sûr je le mettais pas, mais voilà. Et maintenant je le porte plus du tout. Mais au début, ça permet vraiment d'éviter les crevasses et donc de se donner une chance aussi que l'allaitement fonctionne bien. Mais en fait, voilà, ces crevasses, moi je les ai eues vraiment parce que mon bébé prenait pas bien le sein. Ma fille, j'en ai jamais eu besoin parce qu'elle a tout de suite bien pris le sein en ouvrant bien la bouche, les lèvres ourlées vers l'extérieur. Voilà. Mais en tout cas, je conseille ces coquillages d'allaitement parce que ils font un super job. D'accord. Et c'est des choses que tu as trouvées sur Internet? Enfin, ça se trouve facilement? Oui, ça se trouve sur Internet facilement. Et moi, j'ai trouvé une maman ici qui m'a revendu les siens parce que j'en trouvais pas au Maroc. Mais il y a toujours moyen de se débrouiller. D'accord. Ouais, merci, c'est un bon conseil aussi, effectivement. Les crevasses, ça touche beaucoup de femmes. Moi, ça m'est arrivé 2 fois et effectivement, tous les petits trucs pour les soulager sont bons à prendre parce que des fois, ça peut être décisif dans la poursuite de l'allaitement, quoi. Donc, et enfin, dernière question. Alors bon, tu as eu des grossesses, des accouchements, des postpartum plutôt, qui sont plutôt bien passés. Hein. On entend tellement de choses. Toi, tu as eu la chance d'avoir des expériences. En tout cas, tes 2 dernières expériences étaient vraiment positives. Est-ce qu'avec le recul, il y a des choses que tu dirais, tu vois, à la jeune Diane il y a quelques années, est-ce que tu aurais des conseils à te donner à toi-même si tu pouvais t'écrire une lettre à envoyer dans le passé? Alors je dirais que la grossesse, l'accouchement, le postpartum, tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir en fait. On ne peut pas prévoir comment on va vivre sa grossesse. On ne peut pas prévoir si elle va être évolutive ou pas. On ne peut pas prévoir comment va être son accouchement. Et on peut s'être préparé à tel type d'accouchement et finalement vivre un accouchement complètement différent du fait que le bébé ne supporte pas les contractions par exemple et qu'il faut partir en césarienne. Donc c'est quand même important de savoir ce qu'on souhaite pour son accouchement, pour sa grossesse, pour son postpartum, mais aussi bien savoir et comprendre que c'est pas entre nos mains en fait et qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Pour moi, c'est vraiment important parce que y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et quand on a des attentes très fortes après, parfois on peut se sentir un peu déçu parce que ça ne se passe pas exactement comme on l'a prévu. Et c'est aussi pour ça que y a des postpartums qui sont vécus aussi de manière douloureuse parce qu'on s'attendait à avoir tel et tel sentiment envers son bébé ou à ce que ça se passe de telle et telle manière et finalement on est très surpris parce qu'on ne ressent pas ces choses-là ou que ça ne se passe pas du tout comme on l'avait imaginé. Donc c'est
important de savoir ce qu'on souhaite, mais aussi se dire qu'on n'a pas le contrôle sur tout et que il faut l'accepter. Ça aussi, je dirais que c'est vraiment ça, mon conseil. Ouais, et ça fait beaucoup de sens d'ailleurs. Écoute, merci beaucoup Diane d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc je rappelle, tu as ton livre De cœur beau et une cigogne qui est paru il y a maintenant 2 semaines, depuis le 18 février. Donc il est disponible en librairie, sur internet, sur toutes les plateformes traditionnelles, habituelles. Pour les gens qui veulent te suivre par rapport à ton podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, j'ai créé le site internet www.gloriamama.com où on peut retrouver mon histoire, les messages clés de mon histoire sur les fausses couches, la grossesse et l'accouchement, et également les récits d'autres femmes du monde entier qui nous parlent de leur expérience de la maternité, notamment quand elle se déroule à l'étranger. Et j'interviewe aussi des professionnels, que ce soit des sages-femmes, des coachs PMA ou en fertilité, des associations pour aborder ces sujets de la maternité. Et bien évidemment, comme j'ai été quand même assez sensibilisée au deuil périnatal, dans mes interviews, je laisse part aussi à cette partie, à ces histoires qui sont parfois un peu cabossées et douloureuses, pour qu'elles puissent aussi s'exprimer, parce que dans la maternité, il y a des très jolies choses et puis il y a des choses qui sont un peu plus difficiles aussi, et c'est important d'en parler. D'en parler, effectivement. Et merci beaucoup. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Gloria Mama Podcast. Voilà, et puis je remettrai les liens aussi dans la description, comme ça les gens pourront te retrouver facilement. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup Diane pour ton temps, et je te dis à très bientôt, et beaucoup de bonheur avec tes enfants. Merci beaucoup Alexandra. Merci. Au revoir Diane. Au revoir.